Question. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Ghosn, donc Sabrina Wassine, je suis en master de RH communication et au CELSA. Je suis actuellement en stage chez Renault Flin et moi j'aimerais savoir donc quels ont été les facteurs déterminants justement dans le choix du site Renault Flin pour la construction du véhicule électrique, donc qui sortira très prochainement. D'abord, vous savez que chaque fois qu'il y a un nouveau projet, ça c'est quelque chose qui n'est souvent pas compris au niveau d'une entreprise, c'est qu'une entreprise est souvent une entreprise nationale. Renault, quand il y a un nouveau projet, pense à la France. Nissan, quand il y a un nouveau projet, pense au Japon. Daimler, quand il y a un nouveau projet, pense à l'Allemagne. Et c'est un réflexe tout à fait naturel. Et c'est un réflexe qui est au sommet de l'entreprise. C'est-à-dire que pour ne pas faire le projet sur votre sol national, il faut qu'il y ait des raisons très très fortes qui l'empêchent. Parce que la tendance naturelle, c'est de faire chez vous. C'est de faire avec vos ingénieurs, c'est de faire avec vos fournisseurs, c'est de faire dans votre pays. C'est un réflexe tout à fait normal. Et donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, chaque fois qu'il y a un nouveau projet, naturellement, la priorité vient à l'esprit de dire on va baser ça chez nous. Bon, sur la voiture électrique, il n'y a pas eu de débat. Parce qu'on est capable de faire des voitures électriques compétitives en France. En plus, la proximité de l'ingénierie qui est à Guyancourt est un avantage. Comme c'est une technologie qui demande des compétences qui sont très pointues et une collaboration entre ces compétences qui doit être très très forte, la France a été sélectionnée immédiatement et le site de Flins a été privilégié parce que le site de Flins est le plus proche de Paris et c'est là où nous avons notre technocentre. C'est-à-dire c'est là où nous avons l'ensemble des ingénieries qui vont devoir alimenter le site pendant très longtemps avant que la voiture ne soit commercialisée en masse. Pour autant, vous ne pouvez plus tout produire en France. Non. Enfin, je veux dire, on nous reproche l'inverse. Hein. Je dirais aujourd'hui, c'est pas le problème, c'est pas tout produire en France, c'est de dire finalement comment peut-on faire un partage entre ce qui doit être produit en France et qui est compétitif et ce qui ne peut pas être produit en France parce qu'en aucun cas il sera compétitif. Moi, je prends l'exemple de Logan. On n'aurait jamais eu le concept de Logan en France, jamais, parce que le principe du low cost forcément est incompatible avec une production ou un assemblage dans un pays développé. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire du low cost ni en France, ni en Allemagne, ni en Espagne, ni en Italie, ni en Angleterre. Vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes obligé d'aller le faire en Roumanie, ou en Turquie, ou au Maroc, ou en Inde. Bon, mais ça ne veut pas du tout dire que tout va basculer là. Ça veut dire qu'il y a un partage du travail dans lequel vous avez du low cost qui va dans les pays émergents, et puis vous avez quand même des voitures à fort contenu technologique qui restent dans le pays d'origine. On nous a reproché, on nous dit finalement, ah ouais, mais Renault ne produit pas suffisamment en France. Regardez, il n'y a que 25 ou 30% de la production de Renault qui se fait en France. En nombre de voitures, c'est vrai. Mais en valeur ajoutée, c'est plus de 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on fait les voitures à contenu technologique et à valeur ajoutée très très forte en France. On fait du véhicule utilitaire, on fait le haut de gamme, on fait l'espace, on fait des voitures. Et par contre, on laisse partir les petites voitures dans les pays émergents, parce que là, nous obtiendrons une compétitivité compatible avec ces marchés. Alors, on a un peu amorcé la question des véhicules électriques. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les étudiants sur les voitures électriques? J'aimerais bien qu'on poursuive là-dessus. Allez-y, bonjour. Bonjour Monsieur Ghosn, Tom Lemoine de l'association HC Débat. La question qu'on se pose tous sur les moteurs, en parlant de la technologie, c'est le moteur de demain, ça marchera au colza ou à l'électricité? Juste question toute simple. Si vous voulez, notre projection, c'est que dans 10 ans, 10% du marché automobile sera constitué par des voitures électriques. 10%. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un changement. Je pense que c'est une tendance qui est inéluctable, pour des raisons sur lesquelles on peut revenir. Mais je ne pense pas que ça va se faire très vite. Parce qu'il y a des investissements importants qui sont impliqués. Et parce qu'il y a aussi un problème de fond, c'est-à-dire, vous faites l'électricité comment? Si vous faites l'électricité à partir du charbon, si vous faites l'électricité à partir de pétrole, vous avez quand même des émissions de CO2 dans la fabrication d'énergie, même si on n'en avait plus dans le roulage de la voiture. Par contre, si vous avez une filière nucléaire très forte, si vous avez de l'électricité qui vient de l'hydroélectrique, si le Brésil, 80% de l'énergie brésilienne vient de l'hydroélectrique, auquel cas, donc, voiture électrique au Brésil fait beaucoup de sens, puisque vous avez vraiment une filière zéro émission depuis la production d'énergie jusqu'au roulage. En France, ça fait beaucoup de sens, plus de 80% de l'énergie en France, nucléaire. Même chose.
Par contre, vous allez en Chine. 70% de l'énergie en Chine se fait à partir de charbon. Là, ça fait moins de sens. Donc, en Inde, 80% de l'énergie en Inde, c'est soit du pétrole, soit du charbon. Là, ça fait un peu moins de sens sur le plan de l'équilibre CO2. C'est un avantage. Hein. Même si vous prenez une voiture électrique et vous produisez de l'énergie à partir du charbon ou à partir du pétrole, c'est plus efficace que les voitures à essence ou que les voitures diesel. Mais ça ne vaut pas la peine d'investir massivement pour cela. Ça vaut la peine d'investir massivement si vous avez une source énergétique très propre. Donc je pense que ça va se produire petit à petit. Je pense à 10% sans accident. Ça veut dire, si jamais il y a une crise pétrolière, due à une guerre, due à une flambée des prix du pétrole, ça va s'accélérer. N'oublions pas qu'en juillet 2008, le prix du baril a atteint 140-150 $. Pour l'instant, il tourne à 80-85, ça va encore. Mais si on devait repasser la barre des 100, 150, 200 $, il y a des hypothèses qui vont dans ce sens-là, ça va accélérer. Deuxièmement, supposez que vous ayez une catastrophe sur le plan de l'environnement, hein, des inondations, etc., et que vous avez une réaction du public très très forte. Ça va aussi accélérer, si vous voulez, l'électrification des voitures. Je pense que dans une hypothèse où il n'y a pas d'accident, où les choses continuent à évoluer telles qu'elles sont, où les réglementations continuent à évoluer sans renforcement très très strict, c'est 10%. Sinon, ce sera plus. Qu'est-ce qui vous laisse penser, parce que j'imagine que vous avez mené des études, notamment pour le développement, que c'est une attente forte des consommateurs? Ah non, les consommateurs, ils n'attendent pas ça. Hein. Attention, il ne faut pas penser que la voiture électrique, les gens vont acheter des voitures électriques avec un surcoût de 30 ou 40%. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous aurez quelques personnes qui rachèteront des voitures électriques s'il y a un surcoût important, mais ce ne sera jamais une commercialisation de masse. Ce que le consommateur veut, ce sont des voitures au même prix, voire moins chères et propres. Voilà ce qu'il veut. Et vous pensez que les véhicules propres, c'est déjà aujourd'hui une préoccupation des consommateurs? Oui, je pense, mais au même prix. Bien sûr. Le consommateur, il ne va pas vous dire, moi j'accepte 20 ou 30% de majoration de prix de la voiture pour avoir une voiture propre. Bon, ça, il le veut pour le voisin, mais pas pour lui. Lui, ce qu'il veut, c'est le même prix et une voiture propre. Ce qui veut dire que ce n'est pas nécessairement une priorité. Non, mais ça, on le voit partout. On le voit aux États-Unis, au Japon, on fait des enquêtes. Si vous voulez, c'est évident. C'est-à-dire que pour nous, l'enjeu, c'est de dire il faut que la voiture soit à un prix compétitif. Et pour cela, pour la démarrer, nous avons besoin d'une alliance avec les gouvernements, avec les villes, avec les municipalités. Et ils signent tous. Les États-Unis ont signé, le Japon a signé, la France a signé, Israël a signé, le Danemark a signé, l'Angleterre a signé, le Portugal a signé. Vous avez des tas de pays qui ont signé en disant nous allons donner un incentive aux consommateurs. Je vous rappelle qu'en France, quand vous achèterez les voitures électriques de Renault qui arrivent en début 2011, vous aurez droit à un bonus de 5 000 €. 5 000 € en déduction du prix. Bon. En plus de cela, il faut regarder aussi le coût de fonctionnement de la voiture, parce que pour faire 1 kilomètre, nous avons calculé aux États-Unis, vous allez payer 2,5 cents pour faire un mile. Avec la voiture électrique, vous payez 12 cents pour faire un mile avec une voiture à essence. Donc, si vous voulez, il y a non seulement le prix d'achat qui doit être compétitif, mais il y a aussi le coût de fonctionnement de la voiture. Il faut d'abord résoudre l'équation économique. Une fois que vous avez résolu l'équation économique, à ce moment-là, le consommateur va venir en masse sur cette voiture parce qu'il a l'environnement en bonus. Question. Ah. Oui, allez-y. Prenez le micro. Justement, Monsieur Ghosn, pour rebondir justement sur le véhicule électrique, savez-vous quel budget vous allez allouer justement dans les infrastructures? Parce que le véhicule électrique, je crois qu'il peut tenir au niveau du moteur 160 km, je crois, et ensuite il faut recharger. Oui. Donc il faut les infrastructures pour ça. Donc est-ce que vous savez au niveau du budget, voilà. Vous savez, on se fait une idée comme quoi les infrastructures vont être très chères. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que la voiture, la batterie, dans des conditions normales, hein. Évidemment, si vous êtes à moins 20 degrés de température, que vous avez un chauffage à fond, ça risque de durer moins de 160 km. Mais il faut savoir qu'en Europe, plus de 80% des gens qui conduisent font moins de 60 km par jour. Moins de 60 km. Donc, le nombre de personnes qui vont avoir besoin de charger en cours de journée, il est quand même très limité. N'empêche que il faut quand même, quand vous achetez une voiture électrique, avoir la tranquillité d'esprit que si vous avez besoin de faire un très long parcours, vous allez pouvoir charger. Ce qu'on est en train de faire, parce que les premières voitures électriques, on les a lancées au Japon avec Nissan, cette année. Eh bien, tous les dealers Nissan vont être équipés. Donc, on n'attend pas que les municipalités et que l'État commencent à installer des bornes de chargement. Tous les dealers Nissan sont équipés de charge électrique rapide, charge électrique lente.
Charge électrique rapide, vous vous arrêtez, en 30 minutes, vous pouvez charger votre voiture et repartir pour 160 km. Ces équipements sont de moins en moins chers. Quand on a commencé à travailler sur la voiture électrique, une borne de charge rapide coûtait 30 000 euros. Aujourd'hui, elle est à moins de 10 000 euros. Et je pense que quand la voiture arrivera sur le marché, on se rapproche de 5 000 euros. Donc 5 000 euros ou 10 000 euros d'investissement pour une station d'essence, pour le parking d'un supermarché, pour un bâtiment public, pour un quartier, c'est pas énorme. Hein. Donc les infrastructures ne vont pas être des infrastructures extrêmement coûteuses. Pourquoi ? Parce que nous mettons notre savoir-faire pour réduire les coûts de ces infrastructures. Et il faut savoir que dans les pays où les gens se battent pour vendre de l'électricité, bon, ce n'est pas le cas en France puisque EDF a un quasi-monopole, mais vous allez en Allemagne, où les entreprises qui vendent de l'électricité sont en compétition. Nous avons signé un accord avec RWE, qui est le principal fournisseur d'électricité en Allemagne. Ils ont fait un accord avec nous, pourquoi ? Ils veulent installer les bornes. Ils veulent installer les bornes. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent vendre leur électricité. Donc, le marché va prendre le relais. Ça ne va pas être quelque chose dans lequel on va demander à l'État d'investir massivement. Dès que les acteurs de marché vont comprendre l'avantage qu'ils vont tirer de ça, ils vont se positionner eux-mêmes. Allez-y. Bonjour, Eric d'HEC Débat. J'aimerais revenir justement sur les problématiques de l'emploi et des délocalisations de la production. On sait que vous avez eu un bras de fer récemment avec l'Elysée lorsqu'on a annoncé que la Clio dernière génération allait être produite en Turquie. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous, donc le Sarkozy de l'industrie, répondez au vrai Sarkozy? Et quelles sont les contraintes que l'État peut vous imposer? Et plus généralement, que faites-vous pour l'emploi en France? Non, premièrement, il n'y a pas de bras de fer avec l'Élysée, parce que si vous faites un bras de fer, vous l'avez déjà perdu. Donc, c'est pas la peine. Donc, je dirais, c'est pas, vous ne pouvez pas dire j'ai un bras de fer avec le président de la République, ça n'existe pas. Comme je ne peux pas dire j'ai un bras de fer avec le Premier ministre du Japon, ça n'a pas de sens. Ça, c'est parti sur un malentendu pour une raison très simple, c'est que la future Clio, ce qu'il faut savoir, c'est que la future Clio, qui est Clio 4, sa production commence en 2014. On est en train de parler d'un projet qui arrive en production en 2014. Or, quand vous avez un projet de ce type, vous avez différentes études qui sont faites avant que la décision soit prise. Et il y avait plusieurs études de localisation sur un seul site, sur 2 sites, sur 3 sites, etc. Et parmi ces études, qui est tout à fait normal, il y avait une hypothèse de localisation à 100% en Turquie. C'était une hypothèse d'étude faite par le corporate planning de l'entreprise, sur laquelle le comité exécutif ne s'était même pas penché, sur laquelle il n'y avait pas eu le début de décision, puisqu'on parle d'une production en 2014, hein, on est en 2010. Et donc, il y a eu un journaliste qui a eu vent de ces hypothèses, qui a dit « Ah ben tiens, on va avoir des Clio qui sont tous fabriqués en Turquie », et c'est parti. C'est toujours la faute des journalistes. Non, mais c'est parti comme ça. C'est parti d'un article dans un journal qui a dit, et donc c'est parti comme ça. On n'avait même pas pris de décision là-dessus. Donc, moi j'étais au Japon, je suis revenu en France, j'ai été voir le président pour lui expliquer le processus de décision, pour lui dire que c'est une hypothèse de travail, c'est évidemment pas la meilleure, donc il y aurait certainement, quand les décisions seraient prises, au moins un double sourcing pour la Clio. Il y aura la Turquie, mais il y aura aussi Flin. Si vous voulez, Renault. Alors, je regardais une statistique qui est assez intéressante. On a posé une question aux Français. Quelle est la marque qui représente le plus la France? 17% des Français ont dit c'est Renault. 17%. Deuxième marque totale avec 10% des Français. Et après, vous avez toutes les marques. Nous représentons la France. Qu'on le veuille ou pas, nous représentons la France. Donc, nous devons être particulièrement sensibles à maintenir cette image d'entreprise française par excellence et à s'assurer que le public français nous est favorable. Nous n'avons aucun intérêt à apparaître comme une entreprise délocalisée, dénationalisée, qui refuse ses racines, parce qu'en plus, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Nos forces vives sont en France, notre ingénierie, plus de 85% de notre ingénierie est en France, plus de 50% de la valeur ajoutée est en France, et nous avons besoin d'une France compétitive. Nous avons besoin d'une France compétitive, parce que si la France n'est pas compétitive, on n'a aucune chance de l'être. Et le fait de fuir la France ne va pas résoudre le problème. Donc, nous avons besoin que nos implantations en France soient compétitives, nous avons besoin d'un dialogue avec les pouvoirs publics pour leur dire qu'est-ce qui bloque la compétitivité des entreprises. Nous respectons le fait que les pouvoirs publics ne peuvent pas décider tout ce dont on a besoin, mais nous, notre obligation, c'est de leur dire ce dont on a besoin pour que la France soit compétitive, parce que la compétitivité de la France, c'est la compétitivité de Renault. Et regardez ça sous la forme d'un antagonisme entre une entreprise et le pouvoir public, c'est franchement de la myopie, parce que nous n'y avons aucun intérêt, et en plus, nous avons intérêt à ce que le pouvoir qui est en place réussisse,
Parce qu'il s'agit de la compétitivité de la France. Et finalement, il s'agit de la survie de Renault. Ça vous va? Vous voulez ajouter quelque chose? Pardon, la question sur l'emploi en France. Oui. Que faites-vous pour l'emploi en France généralement? Si vous voulez, ce que nous faisons, j'ai répondu à la question en me disant finalement, chaque fois qu'il y a un nouveau projet, à moins qu'il soit impossible de faire en France, il va en France. Pourquoi? Parce que nous avons nos capacités en France, nous avons nos installations en France, nous avons notre ingénieur en France, et je dirais le réflexe naturel de notre encadrement, qui a très forte majorité française, c'est de dire je vais faire ça à Flins ou je vais faire ça à Douai, etc. Ce n'est que quand c'est impossible de faire un projet en France qu'il part en Roumanie, ou il part en Turquie, ou il part en Inde. C'est comme ça que ça se passe, si vous voulez. Et ça, ce n'est pas uniquement chez Renault. Hein. Je peux vous dire que chez nos concurrents, c'est la même chose. Chez les fournisseurs, c'est la même chose. Les gens, naturellement, souhaitent travailler dans leur pays. Naturellement. Et ils ne travaillent pas dans leur pays que quand c'est impossible de le faire. Quand il s'agit de dire, bon, ben, si je le fais ici, je vais arriver dans des telles conditions de compétitivité que je vais perdre mes marchés. Question. Mounir. Bonjour, Mounir Chahine, HEC Débat. Monsieur Ghosn, vous avez fondé votre carrière avec beaucoup de patience et grâce à la diversité et la multitude des postes que vous avez occupés. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes diplômés qui, eux, aujourd'hui, sont impatients de réussir et de se faire un nom un peu trop vite parfois? Oui. Bon, premièrement, il ne faut pas être impatient. Hein. Non, franchement, ça ne sert à rien. L'impatience, ça ne sert à rien. Deuxièmement, faites un plan. C'est bon de faire des plans, mais sachez que la vie va être complètement différente. Non, mais faire un plan, avoir une référence, c'est très bien, mais sachez qu'à la première occasion que vous aurez de vous écarter de votre plan, il ne faut pas hésiter à le faire. C'était quoi dans votre cas? Pilote de course? Non. Moi, je veux dire, dans mon plan, c'est très simple. Moi, je suis revenu des États-Unis à un certain moment à l'appel de Louis Schweitzer pour rejoindre Renault. J'avais quitté Michelin. J'étais revenu à l'appel de Louis Schweitzer qui m'avait proposé une fonction au comité exécutif. Et puis, il m'a dit, bon, a priori, vous faites partie des candidats pour ma succession. Donc, moi, je suis revenu tranquillement en France en 1996, venant des États-Unis, en disant, bon, j'ai acheté une maison, on s'est installé, on a mis les enfants à l'école, etc. Bon. Non, mais avant ça, quand vous aviez 20 ans. Un an après, j'étais au Japon. J'avais jamais prévu d'aller au Japon. J'avais prévu d'aller au Japon. Je me suis retrouvé à la tête d'une grande entreprise japonaise. Donc, je suis installé à Tokyo et je vis toujours au Japon. Je vis en France et je vis au Japon. Donc, si je m'étais mis en tête, bon, non, mais attendez, moi, je ne bouge pas de mon plan. Hein. Je vais revenir en France. Je suis numéro 2 de Renault. J'attends que ça se passe, etc. Je pense que l'opération Nissan ne se serait pas faite. Parce que Louis Schweitzer lui-même a dit que si je n'avais pas accepté d'aller au Japon, il n'aurait pas conclu l'accord. Et donc, il y a une opportunité énorme, aussi bien pour l'entreprise que pour moi, ne serait pas offerte. C'est-à-dire que quand vous avez un plan en tête, c'est bien, ça vous sert de référence, mais il ne faut pas hésiter à s'en écarter quand il y a des opportunités qui s'ouvrent. Et la vie vous offrira des opportunités dont vous ne rêvez même pas. Alors, il y a des gens qui ne les voient même pas. Hein. Donc, dans ce cas-là, je veux dire, ils se disent, moi, j'ai jamais eu d'opportunité, parce qu'ils ne les voient pas. Mais c'est un talent aussi de les repérer, les opportunités, et de saisir sa chance. Non, c'est vrai, mais de temps en temps, donc, je dirais, les gens qui ne les voient pas, ils disent, moi, j'ai jamais eu d'opportunité. Ce n'est pas vrai. Vous avez des opportunités, vous ne les avez pas vues. Ou elles se sont présentées et vous les avez refusées. Moi, je connais des tas de gens qui ont dit, moi, j'ai donné la priorité à ma famille, j'ai voulu ne pas changer d'école, parce que s'expatrier, c'est pas facile. Hein, vous aurez l'occasion de le voir. Hein. Quand vous êtes célibataire, ça va encore. Quand vous êtes marié, que vous avez des enfants, qu'il faut changer les écoles, changer les amis, qu'il y en a 2 sur 3 qui sont pas d'accord, vous allez voir qu'effectivement, il faut gérer quand même un certain nombre de conflits qui sont pas faciles. Et quand vous faites ça tous les 2-3 ans, vous multipliez les problèmes. Donc, ça n'est pas facile. Il faut aussi savoir sacrifier de temps en temps, hein, pour votre carrière, si vous voulez vraiment le faire. Il ne faut pas être impatient. 2, il faut avoir un plan, mais ne pas le respecter. Et 3, non, ça fait partie des choses. Et puis 3, de temps en temps, ce sera dur. Mais là, parce qu'il faudra faire des choix. Là, vous parlez de choix et d'opportunités à un moment où vous étiez déjà, vous, assez installé dans votre vie professionnelle. Mais quand vous aviez 12 ans, 16 ans, 20 ans, quel était votre plan rêvé, votre vie rêvée? Vous disiez pas quand vous aviez 15 ans, je vais faire toute ma carrière dans l'industrie automobile? Pas du tout. D'abord, à 20 ans, j'avais aucun plan. Je n'avais aucun plan. Peut-être pas plus mal. Mais non, j'étais dans une grande école comme la plupart d'entre vous. Et pour moi, c'était bien finir la grande école, profiter de la vie, apprendre un maximum de choses, etc. Et puis la carrière, c'était quelque chose qui était pour la dernière année. Et donc la dernière année, c'est arrivé
moi, j'ai fait l'X et les mines, donc c'était la dernière année des mines où je me suis posé la question de ce que j'allais faire. Et ma principale préoccupation, j'avais envie de commencer ma carrière au Brésil. Donc, j'avais pas de plan. Je dis, bien, je vais aller au Brésil. Bon, donc Michelin est venu, avait un grand projet au Brésil, m'a dit, très bien, on vous embauche et on vous offre une carrière au Brésil. Donc, je suis parti chez Michelin. Bon, j'aimais la voiture, c'est vrai, mais d'un autre côté, je voulais partir au Brésil. Et ma carrière a commencé comme ça. Donc, de temps en temps, vous suivez des pistes très étroites, hein, des tendances très très simples, et votre carrière, vous la tracez, et puis vous regardez l'ensemble de la forêt, mais beaucoup plus tard, vous ne la voyez pas au départ. Ladislas. Bonjour, Leïsas de Sciences Po. Juste, ça serait pour avoir votre commentaire sur la crise actuelle que traverse Toyota, en fait. Merci. Écoutez, je pense que la crise actuelle est une crise qui tourne sur le fait que vous avez un constructeur qui est arrivé au leadership mondial essentiellement dû à la qualité de ses produits et à la fiabilité de ses produits, et tout d'un coup, sur les recalls, il y a un doute là-dessus. Bon, c'est tout, hein. C'est-à-dire que ça aurait été un autre constructeur qui serait leader mondial, mais dont la croissance et dont la force n'aurait pas été basée sur la qualité, je pense qu'il n'y aurait pas eu tout le bruit qu'il y a eu autour de Toyota. Bon, je pense qu'ils s'en sortiront. Je pense que les recalls, ça arrive à tout le monde. Ils sont en train d'ailleurs de corriger le tir. Et moi, je ne pense pas que c'est quelque chose qui va être définitif pour eux. Donc, ils passent par un moment difficile. Ils sont en train de mettre en place les décisions qu'il faut. Et ce sera toujours un des 2 ou 3 principaux constructeurs mondiaux. Enfin, du moins pour l'avenir prévisible. Non, vous en doutez? Question encore des étudiants. Il y a un étudiant là-bas. Par ici. Oui, c'est lui. Voilà, ça serait bien que vous conserviez le micro. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Ghosn. Donc Mehdi Belagid, IA au Sorbonne. Donc ma question en fait, au jour d'aujourd'hui, tout le monde sait que l'automobile a souffert de la crise financière et économique. Donc en fait, ma question s'adresse à l'homme que vous êtes en fait. Qu'est-ce que vous avez appris de cette crise finalement? Et est-ce qu'on peut dire qu'une crise financière et économique, c'est une bonne école pour apprendre des choses? Ouais. Merci. C'est une bonne question. Si vous voulez, ça a été la pire crise pour l'industrie automobile. Pour une raison très simple, c'est qu'on a dit que c'était la pire crise économique depuis 1929, mais en 1929, il n'y avait pratiquement pas d'industrie automobile. Donc pour nous, c'était la pire crise qu'on ait vécue. C'est arrivé soudainement. On s'attendait à une récession, on ne s'attendait pas à ce qui s'est passé, puisque ça a commencé par le marché financier qui s'est arrêté, et nous sommes de très très gros utilisateurs des marchés financiers. Nous utilisons beaucoup de liquidités. Alors, ça a été très dur pour l'ensemble des constructeurs, et nous avons appris beaucoup de choses. Mais je veux dire, d'une manière générale, quand vous avez une crise comme ça, où vous craignez pour votre vie, parce que chaque constructeur, nous avons vu qu'éventuellement, il y avait une possibilité de faire faillite. S'il n'y avait pas une réaction aussi soutenue de la part des différents États, l'État américain, l'État français, l'État japonais, l'État allemand, vis-à-vis des constructeurs automobiles, vous auriez des constructeurs en bonne santé qui auraient pu aller droit au mur. Quand vous êtes dans une situation comme ça, d'abord, vous avez besoin de réagir très très vite, et c'est ce que nous avons fait. L'une des choses que nous avons apprises, par exemple, au travers de la crise, c'est l'importance du cash. Parce qu'on avait quand même, pendant des années, nous n'avons jamais eu un problème de liquidité, jamais. Or, pour la première fois, nous sommes retrouvés dans une situation dans laquelle les banques honoraient les lignes de crédit qui avaient déjà été signées, mais rien de plus. Rien de plus. Alors que les marchés s'effondraient et que vous avez besoin de plus de liquidités. Donc vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle vous avez besoin de plus de liquidités, personne n'est là pour vous les offrir. Deuxièmement, si vous alliez sur les marchés, les spreads étaient énormes. Aujourd'hui, nous venons de lancer un emprunt à 7 ans. L'emprunt s'est soldé à 5,5% de taux d'intérêt. Un emprunt à 7 ans, il y a un an, ça aurait été impossible, quels que soient les paiements que vous offrez. Et deuxièmement, les spreads qu'il y avait étaient massifs, c'est-à-dire vous auriez dû payer 12, 13, 14% de taux d'intérêt, ce qui est ruineux pour un constructeur. Donc, l'importance du cash. 2, la décision, la nécessité d'agir très très vite, sans compromis, avec une mobilisation très forte du personnel, pour traiter les problèmes à court terme,
donc peur d'une faillite, hein, il faut le dire. Mais en même temps, il faut conserver les dossiers de l'avenir. On n'a jamais arrêté la voiture électrique, on n'a jamais arrêté les batteries, on n'a jamais arrêté l'implantation en Inde. Donc on a ralenti des projets, on a été très sélectif, on a gardé les projets porteurs d'avenir, et ça c'est un exercice qui n'est pas facile. Qu'est-ce que vous arrêtez? Qu'est-ce que vous maintenez? Et comment vous faites un équilibre entre l'exigence du court terme et la nécessité du moyen terme? Ça a été une année très difficile, mais enfin bon, pour utiliser la formule d'un philosophe allemand, hein, je pense que c'est Nietzsche qui a dit tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Hein. Et donc, on est passé par un moment très difficile en 2008-2009, mais je pense que nous sortirons tous plus forts de cette crise parce que nous aurons vu les dangers d'un certain nombre de comportements que nous considérons aujourd'hui comme laxistes, que nous ne considérions pas avant comme laxistes, et qui vont renforcer le bilan de l'entreprise, qui vont renforcer la performance de l'entreprise. Question suivante, allez-y. Bonjour Monsieur Ghosn, Benjamin de HEC Débat. Alors moi j'avais une question concernant en fait quelque chose qu'on a pu voir avec la crise, c'est l'idée du sens du travail. En fait on a pu, avec